Ça va se jouer au niveau de l'organisation. La force d'un pays, c'est sa capacité aussi diplomatiquement, pas simplement à faire des grands voyages comme notre président l'a fait effectivement, aller un peu avec tout le monde comme ça dans le reste du monde, mais à organiser. Or, quand on regarde notre diplomatie et les résultats, on n'a pas l'impression effectivement que c'est très très efficace. C'était une mauvaise idée de le présenter à ce poste, M. Matoko. On l'a fait trop tard, tardivement. Voilà. Vous êtes endetté, vous repartez voir le FMI ou la Banque mondiale. Mais vous avez oublié que les actionnaires de la Banque mondiale ou du FMI, c'est la France, ce sont les États-Unis, qui sont en conflit systémique avec la Chine. Voilà la diplomatie. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On voit Collinet qui pleure tout le temps. Ah, mais on attend les projets qui ne sont plus financés, le FMI, les recherches. Bon, voilà. Donc, c'est ça ce qu'on appelle une incohérence. Parce qu'on n'a pas de colonne vertébrale sur le plan diplomatique. Et on s'affaiblit, on devient la risée du monde. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro consacré à l'élection présidentielle en République du Congo. Et comme chaque soir, nous recevons sur notre plateau Guy Mafimba, bonsoir. Bonsoir, Karil. Lucien Pombou, bonsoir. Bonsoir, Karil. Antoine, bonsoir. Bonsoir, Karil. Si tout se passe bien, en principe, Maître Ben Luther qui devrait nous rejoindre dans quelques minutes. Aujourd'hui, on parle de la place du Congo dans le monde, on parle de diplomatie. Lucien, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ces 5 dernières années, on a vu un Congo comme médiateur crédible, d'abord en Afrique centrale, à votre avis? Écoutez, Karil, la diplomatie en fait, du président Sassou s'inscrit dans un contexte qui est relativement connu aujourd'hui. Il y a une recomposition, vous voyez très bien au niveau mondial, en fait, des rapports de force entre les États. Ça, c'est un premier élément absolument important. Il y a l'émergence, effectivement, des nouvelles nations africaines, on les connaît, bon, mais c'est toujours très bien de les reciter, comme l'Afrique du Sud, comme le Nigeria, comme le Maroc. Et puis, il y a la nouvelle géopolitique liée aux matières premières. Bien. Par rapport à ces éléments que je viens de citer, il y a, on peut le dire en effet, une volonté du président de la République, du président Sassou, de donner de la visibilité au Congo, de continuer en fait à faire que le Congo soit connu et de faire prospérer, on y reviendra, plusieurs formes de diplomatie, la diplomatie climatique, la diplomatie politique, la diplomatie des ressources naturelles. Alors, son engagement est réel. D'abord, c'est un homme d'expérience, il faut le dire, d'accord. Après plusieurs années au pouvoir, il s'est créé un réseau diplomatique qui est relativement important. Bien, avec cette politique, on attend, ou on attendrait effectivement, que les Congolais en bénéficient en termes de retombées économiques. C'est un deuxième problème qu'il faudra voir. Mais sinon, globalement, en effet, il joue un rôle de médiateur. Il y a la diplomatie de la médiation. Son objectif, c'est de faire en sorte que préviennent les conflits, la prévention des conflits, il y a une stabilité et l'intégration en Afrique centrale. Il réussit toujours. Est-ce qu'il réussit chaque fois quand il le fait? On aura l'occasion de dire un mot. Bon, mais il a été nommé médiateur un peu partout. Au Liban, il a été nommé médiateur. Libye. Libye, pardon, excusez-moi. Vous voyez, la guerre, non, Libye, pas le Liban, bien sûr. Donc, en Libye... Pourquoi pas, peut-être, oui, peut-être. Il a été nommé, effectivement, médiateur aussi dans les conflits en Afrique centrale, RCA. en RCA. Ouais. Bon, donc, il participe de façon très dynamique à la communauté économique des États d'Afrique centrale. Donc, c'est quelqu'un qui compte, c'est quelqu'un que l'on écoute, c'est quelqu'un que l'on consulte. On peut dire en effet que sa politique diplomatique tient globalement la route. Guy Mafimba. Bon, disons que c'est déjà très bien de parler de cette thématique. Enfin, vous savez, la diplomatie, c'est une mission régalienne d'un État. Et je constate malheureusement que le chef de l'État sortant et que d'autres candidats, j'ai regardé un peu dans ces fameux projets de société des différents candidats, je n'ai pas vu cet axe-là développé, sinon, et c'est raison pour laquelle je suis très malheureux de constater qu'un scrutin
j'ai comme l'impression que c'est une kermesse. Ce n'est pas un scrutin au sens noble du terme, où chaque candidat devait comme ça présenter ses orientations stratégiques et programmatiques sur un certain nombre de domaines dans la diplomatie. Donc je vous remercie. J'en profite aussi, comme je me suis préparé depuis 4 ans pour ce scrutin, et ce n'est qu'une échéance que nous allons repousser. On va faire vite fait un constat, parce que le Congo d'hier, dont Denis Sassou Nguesso a participé aussi à faire rayonner le Congo sur le plan international. En 2 minutes, je vais vous faire un résumé. Hein. Nous sommes sortis de l'indépendance avec une espèce d'aura. Le Congo était la capitale de la France libre. Donc on sort de là avec Youlou, qui a pris plutôt orientation de droite, entre guillemets, avec sa visite d'État aux USA. Massamba Deba, avec le fait qu'il a fait du Congo un pays pivot dans l'axe, dans la guerre froide. Vous savez, le Congo est un des premiers pays à avoir reconnu la Chine populaire, raison pour laquelle nous bénéficions aujourd'hui du partenariat stratégique avec la Chine de manière privilégiée. Marie Ngouabi, c'était le non-alignement, les pays de l'axe du front contre la colonisation. Lui-même, Denis Sassou Nguesso, il faut lui reconnaître à l'époque le fait qu'il a continué l'œuvre de Marie Ngouabi de Yombi Opango. Je passe d'abord par Yombi Opango, c'était un peu le dandy diplomatique. Lui, il était un peu dans le pragmatisme. La diplomatie, pas du culte, mais la diplomatie de la table, où il a réussi à faire signer un certain nombre de contrats. Hein. Et Sassou, il faut lui reconnaître à l'époque aussi le fait qu'il a continué l'œuvre de Marie Ngouabi de Yombi Opango pour faire en sorte qu'il y a eu la libération de Mandela, il y a eu la fin de la guerre en Angola. Et enfin, Pascal Lissouba, très pragmatique, qui a beaucoup plus joué sur la diplomatie régionale. Je me souviens, le président Lissouba envoyait beaucoup d'étudiants dans les pays de l'Ouest africain pour les former. Maintenant, en parlant du Congo aujourd'hui, je suis au regret de constater, parce que j'ai passé la bombe, hein, de constater que le Congo aujourd'hui n'est que l'ombre de lui-même sur le plan diplomatique. Mais il faut configurer, je reviendrai sur les détails plus tard, configurer. C'est quoi la diplomatie de Denis Sassou Nguesso aujourd'hui? C'est 3 personnages. Il y a Jean-Claude Ngakosso, qui est dans une diplomatie classique où les pays phares, c'est la France, la Chine, la Russie, la Turquie. Moi, j'appelle ça la diplomatie de l'esbrouf, je vais expliquer tout à l'heure. Il y a Denis Christel Sassou Nguesso, qui a pris la coopération internationale et chargé des partenariats publics-privés. Et dès le départ, effectivement, cet axe-là avait pour mission d'intéresser les investisseurs. Mais en réalité, Denis Christel Sassou Nguesso, j'ai comme l'impression qu'il a beaucoup plus pris ce ministère pour en faire une affaire pour se mettre sur orbite pour la succession. Et il y a un 3e personnage dont on n'en parle pas assez, Madame Françoise Joly, qui s'occupe, d'ailleurs, dans le programme, non, dans le nomenclature de sa campagne, c'est elle qui s'occupe des questions internationales. Et vous remarquerez que Madame Françoise Joly, d'un côté, et de l'autre côté, Denis Christel, se marchent sur les pieds, parce que les deux sont beaucoup plus dans les pays du Golfe, en Russie et autres. Bref, ces 3 piliers, aujourd'hui, font en sorte que cette diplomatie, je vais y revenir un peu plus dans les détails, non seulement elle est grippée, mais elle a fait perdre au Congo la place qu'elle avait dans le concert des nations. Antoine. Par rapport à la diplomatie du président de la République, je reprendrai également les propos de mon doyen Lucien et je serais totalement contre les propos du doyen Mafimba. Pas une surprise de Black. Oui, c'est pas une surprise, mais en effet, le doyen Mafimba, il a relevé quand même certains éléments importants, notamment le passé du président de la République et toutes ses avancées.
pour au final venir un peu détruire son action aujourd'hui. Il faut quand même noter que nous sommes dans un moment où le monde est en recomposition, où il y a des alliances qui se font, qui se défont du jour au lendemain. On peut notamment voir l'Union européenne et les États-Unis, ne serait-ce que pour prendre ces deux blocs pour exemple. Mais la diplomatie du président de la République a toujours été cohérente. Depuis qu'il est revenu aux affaires, il a toujours pris à bras le corps cette problématique qui fait qu'aujourd'hui, le Congo, il le remet sur la carte sur différents plans, que ce soit économique, au niveau notamment environnemental, parce que depuis longtemps, le président... On y viendra, mais pour le moment, restons sur le côté médiation, parce que le président se définit comme un homme de paix. Oui, bien sûr. Et est-ce qu'en Afrique centrale, aujourd'hui, Sassou Nguesso est un véritable médiateur africain ou un acteur de second plan? Ah non, c'est un pilier extrêmement important, le président Sassou, on peut le voir, il est sollicité un peu de partout, il peut pas être au four et au moulin à chaque fois. Il a participé à la médiation, notamment en RCA, notamment les doyens l'ont énoncé. C'est quand même quelque chose de très important, vu ce qui se passait notamment dans ce pays frère et ami. Il participe à ce qui se passe notamment en Libye au travers de l'Union africaine. Ça prouve d'une certaine manière que le président de la République, il est un homme important, notamment en RDC. On peut voir les allers-retours du président Tshisekedi qui vient très souvent à Brazzaville solliciter les conseils de son frère, ami et surtout doyen pour régler notamment ce qui se passe dans son pays. Un homme d'expérience, c'est ce qu'il est, le président de la République aujourd'hui. Et il le démontre par ses choix, par ses actions et surtout par ses conseils auprès de ses pairs. Je rappelle encore que le président Oligui Nguema ou encore le président Déby, quand il y a eu des problèmes, le président Déby actuel, Déby fils, quand il y a eu des problèmes, notamment au décès de son père, et la première chose qu'il est venu faire, il a sollicité le président de la République, Denis Sassou Nguesso, prouvant encore que le président de la République, c'est un homme d'expérience, un homme pivot, et il montre encore que le Congo, au travers lui, est un pivot pour tous ces pays pères, frères et amis au sein de la sous-région. On va rester sur la situation, déjà la question en Libye, le conflit continue, donc je dirais que le bilan est mi-raisin, comme elle dit. Non, je serais pas du tout dans vos propos, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même rappeler que le président de la République, il est entouré de ses pairs. Il est certes en charge de cette question-là, mais il n'est pas le seul. Il y a quand même 17 pays qui sont en charge du dossier et il préside simplement toutes ces médiations-là. Et donc, on ne peut pas dire que tout repose non plus sur le président de la République. Le président de la République, il donne ses orientations, il donne sa vision des choses. Il y a quand même eu des avancées, il faut le dire. La Libye, aujourd'hui, est apaisée par ces médiations-là. On peut, oui, bien sûr, on peut dire que quand même la Libye. Mais c'est la mort du fils Kadhafi. Oui, mais ça, ce sont des éléments assez importants. Je vous rejoins sur le fait que ce n'est pas une responsabilité anonyme, parce que c'est l'Union africaine, les médiateurs de l'Union africaine. Exactement, voilà. Faute collective de l'Union africaine. Mais je commence par ce texte parce que le président se définit comme un homme de paix. Dans ses discours, il le dit de manière insistante. Bon, en la Libye, il n'y a pas de problème, mais la question de l'Est de la RDC, vous avez planté le décor, je pense que c'est un sujet qu'on peut aborder, c'est le pays voisin. Oui, j'avais planté le décor un peu, mais restons dans les questions. Denis Sassou Nguesso, le médiateur international que tout le monde nous envie. Bon, je vais aller à contre-courant de ce que j'ai entendu tout à l'heure. Bon, vous savez, généralement, lorsque Denis Sassou Nguesso se propose dans cet acte-là, il ne se propose pas, généralement, on le sollicite. Excusez-moi de vous couper, mais c'est une réalité également. C'est une réalité. Antoine, il ne se propose pas, on le sollicite. Allez-y. Qu'est-ce qu'il fait? Il a une volonté d'être dans le concert des nations, ce qu'on ne peut pas le lui reprocher. Mais lorsque tu vois la réalité, je vais commencer par la RDC. Vous savez ce qui a quasiment détruit sa capacité à être acteur dans le conflit de la RDC, c'est en avril 2021, parce que moi j'aime parler avec des faits. En avril 2021, Denis Christel Sassou Nguesso vient d'être nommé ministre de la Coopération chargé du partenariat public-privé. Il signe des accords avec le Rwanda. Le Rwanda est déjà en conflit avec la RDC. Et il ne se limite pas à des accords économiques et autres. Il va jusqu'à signer des accords militaires
et de renseignements avec le Rwanda. Donc automatiquement, il grille la figure entre guillemets, de Denis Sassou Nguesso, son père. Pourquoi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, lorsque Denis Christelle Sassou prend ce ministère, en fait, il voulait se mettre sur orbite dans une guerre de succession. Et d'où, depuis, contrairement à ce que j'ai entendu d'Antoine, Denis Sassou Nguesso, qui aurait pu être, parce que c'est le plus ancien, le doyen de la sous-région, et qui connaît à la fois Félix Tshisekedi d'un côté et Paul Kagame de l'autre, aurait pu s'insérer dans toutes les médiations, dans toutes les formes d'organisation qui ont été mises en place. Ce n'est pas le cas. Bien au contraire. Je veux vous rappeler juste, à travers ce dossier de la RDC, la position de Félix Tshisekedi tenue lors du sommet sur les 3 bassins. À Brazzaville, ça avait même créé un scandale, voire un incident diplomatique. Au regard du pont que la Banque mondiale devait... Qu'est-ce que Félix Tshisekedi dit? Il dit il faut arrêter avec la duplicité, il faut arrêter avec l'hypocrisie. Au lieu de mettre le pont entre Brazzaville et Kinshasa, je préfère mettre des murs. Il a dit en bonne et due forme. Et il avait amené des supporters qui ont applaudi dans la salle. Ça avait créé un incident diplomatique, voire un froid entre Denis Sassou Nguesso et Félix Tshisekedi. Ça prouve tout simplement quoi? Qu'il y a une duplicité dans cette médiation, raison pour laquelle il est quasiment écarté. Lorsque Félix arrive, c'est au bout des questions en détail. Mais je reviens sur l'histoire de la Libye. Mais c'est le contribuable congolais qui est malheureux. Vous savez combien de réunions ont été organisées à Brazzaville sur cette histoire de haut comité de la Libye? Plus de 10 ans, des milliards qui ont été dépensés. Le résultat, c'est quoi? Il n'y a rien. En fait, c'était juste, pour Denis Sassou Nguesso, un levier pour se retrouver au G5, au G20, parce que le problème de la Libye concerne tout le monde, mais en réalité, ce n'est pas une volonté. Maintenant, le cas de la RCA, oui, il a dépensé de l'argent. Il payait même à l'époque les fonctionnaires de la RCA. Mais qu'est-ce que nous avons bénéficié? La RCA aujourd'hui fait partir ses produits par le Cameroun. Ça ne passe plus par le Congo. Nous avons perdu. Nous avons perdu cela. Pourquoi? Parce que tout simplement, la diplomatie, il y a aussi la diplomatie économique. Hein. Lorsqu'on va aller négocier, on travaille pour mettre deux camps, mais il faut en bénéficier. On n'en bénéficie pas. Donc pour moi, c'est malheureusement de l'imposture, ce statut de médiateur international. Alors, je ne sais pas s'il y a imposture. Il faut quand même, bon, vous savez que moi, vis-à-vis du président de la République, quand les choses sont bonnes, je dis elles sont bonnes, quand elles sont mauvaises, je dis qu'elles sont mauvaises. Dans ce cadre-là, je crois que mon ami Mafimba va un peu trop loin. Je vais analyser 2 problèmes. Le problème de la RDC et le problème de la Libye. Le problème de la RDC, il faut savoir que la diplomatie, en fait, du président Sassou est une diplomatie qui repose sur ce que j'appellerais une idéologie pragmatique. C'est-à-dire, on a plusieurs partenaires, on ne s'aligne pas sur un partenaire, comme c'était le cas pendant la guerre froide. Et comme ça a été le cas lorsque le Congo entretenait des relations très serrées avec des pays comme la Russie, avec des pays comme la Chine. Aujourd'hui, il y a en fait une volonté de diversification des partenaires diplomatiques sans alignement. Si je rebalance vers la RDC, le choix de Tshisekedi est clair. Ce sont les États-Unis qui sont le partenaire de référence. Les autres partenaires, la Chine et la Russie, ne sont pas considérés par le président Tshisekedi, alors qu'ils le sont, en effet, par le président Sassou. Ne serait-ce que en Chine, effectivement, il y a un forum. Il y a un forum sur la coopération et les échanges entre la Chine et les pays africains. Et que, dans ce forum, c'est le Congo-Brazzaville qui occupe la vice-présidence. Ça, c'est une première chose. Tournante. Deuxième chose. C'est des trucs tournants. Oui. Il n'y a rien d'extraordinaire. Oui, mais deuxième sur chose. la duplicité. Alors, sur la duplicité, bon, cela engage effectivement mon ami ici, Mafimba, mais je
pense que le président Sassou, c'est difficile, essaie de construire une diplomatie qui soit une diplomatie ouverte où on peut parler à tout le monde. Bon, or, il se trouve... Parce que ces liens ont été beaucoup, avec Kagame, ont été beaucoup critiqués. Oui, ils ont notamment. été... Juste sur des questions Oui, militaires. mais justement, ils ont été critiqués. Vous allez Un pays agresseur, mais vous allez justement, signer ils ont été critiqués parce que, bon, on sait tout le monde sait ici ce qui s'est passé. Le Congo a ouvert ses champs, ses territoires à Kagame, mais bien sûr, pour y faire des activités avec 20 et les Congolais n'ont pas tout à fait compris cela. Alors, il y avait aussi, bien entendu, le fait que, bon, il y avait un problème avec la RDC. Et donc, il était tout à fait normal que Tshisekedi dise, en fait, je ne peux pas traiter avec le président Sassou parce que le président Sassou mène un double jeu. Selon Tshisekedi, bien, je passe à la Libye. Et selon maintenant. la majorité des Congolais Oui, aussi. mais je passe, excusez-moi, je passe à la Libye. Le problème de la Libye, soyons sérieux, l'Union africaine est absente. Réponse collective, aucune réponse collective. Il fallait, comme d'habitude, donner l'impression que l'Union africaine était autour de la table. Et donc, on a désigné celui qui... Et c'est vraiment ça l'expression qui est mentionnée, remettre l'Union africaine dans le débat diplomatique. Mais dans le débat, bien sûr, on a mis autour de la table et on a mandaté celui dont les pères pensaient qu'il avait une longue expérience, le président Sassou. Mais oui, mais le président Sassou, tout seul, ne peut rien. Alors, mon ami Mafim m'a dit, bien sûr, c'est ça aussi la diplomatie. Hein. La diplomatie, c'est réunir les gens, dépenser de l'argent, du contribuable congolais pour des résultats nuls. Oui, mais le problème, c'est que c'est pas un problème typiquement congolais. C'est un problème africain. Et les Africains ont trouvé dans le président Sassou quelqu'un qui a de l'expérience, qui pouvait. Mais on sait très bien que les pays africains, regardez vous-même, cher Mafimba, regardez aujourd'hui la RDC, elle fait appel à qui? Elle fait appel effectivement à un géant qu'on appelle les États-Unis. Mais dans ce cas, il n'a qu'à jeter l'éponge, je vais dépenser l'argent du contribuable congolais. Et pourquoi il fait appel aux États-Unis? Parce que le président Tshisekedi, Fatih, ne croit pas dans l'Union africaine. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi alors on fait appel même à son voisin, à son propre voisin. Même son propre voisin. Et donc, ça pose un problème. Ça pose le problème, effectivement, de quoi? De la diplomatie régionale, en fait, l'efficacité de la diplomatie. On va rester sur ces deux pays qui sont les plus proches du monde, oui, qu'on puisse connaître. Bien sûr. Quel bilan faites-vous de cette collaboration entre le président Félix et son homologue Alors, écoutez, Carlyle, quel bilan faire? Mais c'est comme a dit mon jeune frère ici, Antoine, c'est la coopération d'État à État, point. C'est-à-dire qu'on se rend visite, mais il n'y a pas d'éléments significatifs. Alors, bien sûr, il y a des échanges de marchandises, de flux de marchandises qui partent de Kinshasa, qui viennent à Brazzaville, etc. Entre les deux hommes. Bon, mais entre les deux hommes, il y a une méfiance. Il faut le dire. Il y a une méfiance parce que le président Fatou Tshisekedi pense que le président Sassou, c'est pas quelqu'un de confiance, en qui on peut faire confiance. Sur quelle base, sur quel raisonnement? Alors, Mafimba l'a dit ici, à cause de l'affaire du Rwanda, à cause de la duplicité du ministre de la Coopération, monsieur Christian. Sur l'instruction de son père, il n'a pas fait... Bien sûr, c'est lui qui pilote... Mais juste un élément factuel pour démontrer la méfiance. Ouais. Vous savez, nous avons perdu lorsque... le corridor qui part de l'Obito, le port en eau profonde le plus important dans cette zone, c'est le port de Pointe-Noire. Oui. Et si Félix Tshisekedi préfère travailler avec Lorenzo, vous voyez bien que malheureusement, nous sommes en train de perdre. Et là même, ils vont plus loin. Un moment, lorsque Félix Tshisekedi arrive aux affaires, il a fait la tournée de tous les pays pour cette coopération, véritablement gagnant-gagnant. Et un peu plus tard, il va se lancer à construire le port de Banana. Alors qu'il va encore investir énormément, il pouvait s'appuyer sur le port de Pointe-Noire. Donc, quand je le dis, vous savez, j'ai toujours dit, le bassin du Congo, c'est une centralité géostratégique dans l'Afrique d'aujourd'hui. La solution à la transition énergétique, la solution à des questions liées aux matières premières rares, on n'en a pas parlé hier, au pôle, là, il y a des matières premières rares au pôle. L'une des raisons aussi, c'est ça, de ces conflits-là. Dans ce bassin du Congo, il y a les ressources humaines, des ressources humaines. Il y a l'eau. Et je suis toujours au regret de constater que
M. Denis Sassou Nguesso aurait pu prendre de la dimension, de la hauteur pour être le pont véritablement entre Kinshasa et Brazzaville. Il ne l'a pas fait parce que tout simplement, il aurait pu être à la place aujourd'hui de Macky Sall qui est en train de postuler pour... il aurait fait un bon secrétaire général. Mais s'il était sorti en 2015, il aurait pu être un candidat pour le poste de secrétaire général. Mais M. Denis Sassou Nguesso, comme c'est l'antonomase, on a voulu qu'il continue à jouer les premiers rôles au Congo. Mais le voilà aujourd'hui devenir pratiquement la risée au niveau international. Waouh, Antoine. Simplement, non, je me porte encore en faux par rapport aux propos du doyen Mafimba, dans la mesure où, déjà, le président de la République, s'il est aujourd'hui encore candidat à sa propre réélection, c'est simplement parce qu'il a été sollicité d'abord et avant tout par les Congolais. On ne va pas reprocher à un homme d'être autant sollicité par son peuple et de vouloir également encore pouvoir apporter des solutions à son peuple. Et pour revenir à vos propos, notamment par rapport aux relations avec le président Tshisekedi et notamment la RDC de manière générale, effectivement, ce sont des relations d'État à État. Mais il faut également rappeler que ces deux hommes-là s'entendent assez bien. On peut notamment rappeler qu'il y a eu des visites personnelles. Je crois que le président de la République a assisté à des événements personnels du président Tshisekedi, tout comme le président Tshisekedi a assisté à des événements personnels du président de la République en République du Congo. Et on parle de duplicité, mais moi je me porte encore en faux dans la mesure où aujourd'hui, pourquoi on ne parle pas de duplicité quand on parle notamment de relations de la France et de la République démocratique du Congo. On sait très bien que la France aujourd'hui, personnellement et avec l'Union européenne, ils assistent le Rwanda militairement. Notamment dans le nord, du Mozambique, notamment pour protéger les ressources pétrolières. Pourquoi est-ce qu'on parle uniquement de ces problématiques-là quand il s'agit de nos deux pays à nous ? C'est totalement incongru. Et je reviens encore dessus, il n'y a pas eu d'accord militaire ou encore de renseignement. D'ailleurs, je trouve ça assez triste parce que aujourd'hui, nos documents politiques, nos documents, notamment nos accords, se retrouvent sur Internet. D'ailleurs, le ministre Mongala les avait brandis dans une interview, il les avait notamment mis à... Antoine, pour ta gouverne... Vous pouvez me laisser évoluer, je vous ai laissé évoluer également. Et donc voilà, et je reviens également sur le port de Banana. Aujourd'hui, la RDC, c'est un très grand pays et ils n'ont pas de port, notamment en RDC, qui est capable d'une certaine manière de rivaliser. Et c'est tout à fait normal que le président Tshisekedi puisse vouloir améliorer les conditions économiques de son pays. Ce n'est pas forcément pour aller contre le port de Pointe-Noire. Le port de Pointe-Noire est un très beau port. Nous sommes très fiers de cette œuvre que le président encore de la République, Denis Sassou Nguesso, a fait pour le Congo, d'ailleurs qui sera encore amélioré pour accueillir encore plus de marchandises et notamment pour pouvoir faire partir notamment nos ressources, notamment minières. Et donc les relations entre le pays voisin, ami et frère de la République démocratique du Congo et celui de notre beau pays, la République du Congo, se portent assez bien, voire très bien. C'est simplement qu'aujourd'hui, nos États, comme tous les États, ont des prérogatives, ils ont également des accords et ils ont des populations à faire vivre et surtout à défendre. Donc je ne vois pas en quoi c'est problématique pour le président de la République. On va terminer ce sujet. On va terminer ce sujet, messieurs. Moi, de parler des relations franco-congolaises et aussi de la diversification des partenariats, je pense que c'est un sujet assez intéressant. Est-ce que pour terminer, on peut dire que le président s'assoit à renforcer l'influence régionale du Congo ? Je veux prendre deux faits pour montrer à quel point nous avons une image assez écorchée, parce que j'aime parler avec des trucs factuels. En décembre 2021, la résidence de l'ambassadeur du Congo a été saisie à Marne-la-Coquette. À Coquette, la résidence a été saisie et vendue aux enchères. C'est passé dans tous les médias. L'ambassadeur du Congo en France ? En France. C'est Marne-la-Coquette. Le 3 octobre 2023. Je pense le que... 3... Oh là là. Allez-y, terminez. Le 3 octobre 2023, le Falcon du président Sassou a été saisi, vendu aux enchères. Voyez-vous, un pays, comme je disais tout à l'heure, la diplomatie, c'est une mission régalienne.
un pays se respecte. Je ne vois pas le falcon du roi du Maroc être saisi. C'est pour montrer quoi? Je prends ces deux exemples et je vais plus loin. Le ministre Jean-Claude Gakosso, qui disait la dernière fois que pratiquement plus de la moitié de nos consulats étaient en déshérence. Nous avons par exemple des ambassadeurs qui reçoivent les gens dans les cafés. Nous avons un certain nombre de consulats dans notre pays. Par exemple, aux États-Unis, on n'a plus de consulats. Vous voyez bien qu'il y a un gros souci, tant en termes d'organisation, de configuration de nos ambassades, qu'en termes d'image. Mais pour revenir sur, par exemple, ce que vous parlez de notre image, le président Macron, ces 5 dernières années, a fait une visite en Afrique centrale. Il est resté combien de temps à Brazzaville? 2 heures, n'est-ce pas? 2 heures. Alors qu'au Gabon, il est resté 3 jours, à Kinshasa, il est resté 3 jours. Et il va à Kinshasa, il tient des propos, je suis congolais, j'ai été blessé. Il dit quoi? Je suis passé parce qu'il ne fallait pas vexer. Mais de toutes les manières, je ne suis pas venu je suis pas passé à Brazzaville pour lui servir la soupe. Donc il faut voir la réalité en face, au lieu d'être dans le lyrisme. Mais tout simplement parce que, comme je le disais tantôt, le Congo dit, pourtant j'ai mis la bombe à Sassou, pour une fois j'ai mis la bombe à Sassou, je devais être content. Le Congo d'hier n'est plus le Congo d'aujourd'hui. Parce que nous sommes dans une diplomatie de l'esbrouf à travers Jean-Claude Gakosso. Nous sommes dans une diplomatie complètement irresponsable de Christelle Denis Sassou Nguesso, parce que, je te le dis, les accords militaires ont été signés au cours d'une commission mixte en avril 2021 avec le Rwanda. Et automatiquement, un pays belligérant, un pays qui agresse votre voisin, vous devenez co-belligérant. C'est ça la diplomatie, je crois que tu as fait la diplomatie. Et je terminerai en disant, lorsque vous voulez avoir une diplomatie plurielle, c'est très bien, mais à condition d'avoir une colonne vertébrale. Prenons le cas par exemple des pays du Golfe. Lorsque vous voyez comment Denis Christelle Sassou d'un côté et Madame Françoise Joly se marchent sur les pieds. On a eu des visites où le président Denis Sassou Nguesso débarque à l'aéroport, je crois que c'était aux Émirats, il n'est pas attendu. Parce que Christelle Denis est passée pour couper l'herbe aux pieds de Madame Françoise Joly. Et voilà la difficulté que nous avons. On n'a pas de colonne vertébrale et nous sommes dans une espèce de... Denis Christelle l'a dit, non? Qu'il a arrêté d'aller présenter le Congo dans un certain nombre de pays comme un pays qui a de potentialités parce que les études de faisabilité ne sont jamais prêtes. C'est pas Guy Mafimba qui le dit. Tout ça, c'est quoi? Ça fait partie de la diplomatie. De la diplomatie. Et je peux terminer en une seule phrase. J'ai vu Denis Sassou Nguesso aller en Russie, pleurer devant Poutine en disant... Ah bah vous savez, j'ai eu des difficultés pour arriver là, mon avion a été bloqué à Dubaï. C'est pas Guy Mafimba qui le dit. Nous sommes gênés en tant que Congolais. Pourquoi? Parce que tout simplement, il voulait mettre un peu la pression sur Paris que Macron avait. Ah, il faut aller dire à Paris que je veux être avec les Russes. Mais jusqu'à aller pleurer. Comme j'ai dit tantôt, 2015, Denis Sassou Nguesso aurait dû sortir. Il serait un bon candidat comme secrétaire général. Puisqu'on plante le décor sur ces relations franco-congolaises, est-ce qu'on peut parler de la fin de la France-Afrique au Congo? Non, il n'y a pas de fin de la France-Afrique, car soyons sérieux. La France, a toujours la main mise sur l'Afrique, ne serait-ce que par ses investissements énergétiques, Total Énergie, ne serait-ce que par sa diplomatie, ne serait-ce que par la langue que nous utilisons, nous parlons. Donc, la France ne peut pas disparaître, au Congo-Brazzaville et encore la fin Afrique. En revanche, la France est en train de remodeler ses relations avec les pays africains. Et dans ce remodelage, dans ses relations avec les pays africains, la France ouvre la francophonie à d'autres pays. Parce que jusque-là, les relations étaient limitées, aux pays dits francophones. Maintenant, on ouvre à tous les autres pays, qu'ils soient lusophones, qu'ils soient anglophones. Donc, M. Macron part en 2027. Il part, normalement, c'est la fin de son mandat. Et un autre arrivera. Est-ce que cela veut dire que
nous serons rentrés dans une nouvelle ère. Oui, je pense, Ah mais... oui? Alors, je n'ai pas fini, Karine. Oui, je pense, mais certains faits anciens continueront à rester à dominer. Parce que, pour la France, les territoires anciennement colonisés lui appartiennent. Alors, je vais beaucoup plus loin. Et qu'a dit M. Rubio à Berlin, qui est le secrétaire d'État, effectivement. La conférence de la sécurité. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il faudrait que les Européens repartent et recolonisent, effectivement, les pays africains. Ça a été clair, ça a été clairement dit. Alors, pourquoi je fais cette incise? Pour bien montrer que nos diplomaties africaines sont des diplomaties relativement faibles. Alors, il y a eu bien sûr l'AES, bien entendu, qui joue un rôle très important, mais de la difficulté à construire un véhicule langagé qui leur soit propre, de la difficulté à maîtriser leurs propres finances en dehors de la zone franc CFA. Donc, je ne pense pas que la France parte. Ça ne veut pas dire que je ne souhaite pas que les relations soient modifiées. Mais je ne crois pas que la France, qu'il y ait la fin de la France-Afrique. Pourtant, Tout le monde le souhaite. pourtant, vous avez évoqué la question de la diversification des partenariats. Donc, Oui. ma question sur la fin de la mais oui, France-Afrique. Parce qu'effectivement, on voit le président beaucoup aller à Moscou, aller dans d'autres pays. Mais il n'y a pas incompatibilité. Justement, comme a dit tout à l'heure... Ça sert à quoi ces déplacements? Alors, mais ces déplacements servent... Si la France reste le principal investisseur. C'est monnaie d'échange, c'est-à-dire en disant à la France, écoutez, je peux m'émanciper aussi, un peu. Donc lâchez du lest et laissez-moi faire ce que j'ai envie de faire. La France, et ces derniers temps, est très critique vis-à-vis du régime politique de Brazzaville, il faut le savoir. Clairement. Ok, très très critique. Et donc, le président Sassou, en vieil animal diplomatique et rusé, se dit, je veux peut-être jouer les contraires pour essayer, d'une certaine manière, de garder prise. Mais il ne peut pas garder la main sur ce dossier. Pourquoi? Parce que, je reprends ce que dit Mafima, notre économie est faible, on a peut-être des ressources. Regardez par exemple sur l'affaire de la Norvège, ce que s'est passé autour de Oui. l'affaire de corruption. Le porte-parole du gouvernement nous dit que c'est une campagne de dénigrement, je paraphrase, permanente. C'est quand même fort. Donc le Congo est aujourd'hui agressé par certains pays européens. Oui, alors pourquoi? Non mais si je comprends, peut-être que je parle, oui, mais alors c'est un peu ça. Oui, mais pourquoi agresser Monsieur Mongala, effectivement, c'est bien de lui dont... Rassurez-moi, c'est un peu ce qu'il a dit ou pas? Oui, mais en substance. Mais il défend... Mais attendez, il défend le régime qu'il sert. Il ne peut pas dire autrement. Il ne peut pas dire autre chose. En fait... Monsieur Mongala est habitué à c'est le tambour. À des excès, mais qui sont des dénis, qui ne tiennent pas la route à la fin. Bien sûr. Les pays nordiques, nous sommes ici. Oui. Lorsqu'on voit le tableau de Transparency International, les pays les mieux classés, ce sont les pays nordiques. C'est la Norvège. Donc, ces pays ne peuvent pas accepter qu'il y ait corruption entre les acteurs économiques de leur pays et les pays tiers. Donc, ce n'est pas la première fois que le Congo, malheureusement, fait la une de l'actualité sur les questions de biens mal acquis, sur les questions de corruption. Raison pour laquelle je disais tout à l'heure, est-ce qu'un pays, c'est d'abord son image pour être une diplomatie forte? Moi, ça ne m'étonne pas, mais je vais aller plus loin sur la question de la Norvège, dans les pays nordiques. Vous savez, avec cette histoire de fond bleu que nous vend Madame Soudan Nono à longueur de journée, bon, voilà encore une autre pentalonnade écologique. Pentalonnade écologique. Parce qu'on veut vendre le bassin forestier du Congo alors que le principal partenaire, le principal en fait, bénéficiaire, enfin celui qui a une plus grande superficie, c'est la RDC. Le Congo, c'est quoi? 20% du bassin forestier. C'est la RDC. Au lieu de travailler avec la RDC pour que nous puissions vendre ce bassin forestier au plan international, on joue notre jeu et ils ont utilisé à l'époque la fondation de Brazzaville avec Jean-Yves Olivier. Ben oui. Qui faisait les tours dans les capitales européennes pour capter le crédit carbone, l'économie. Bien sûr, c'est très bien. Tout à fait, bien sûr. Et je peux vous le dire de manière exclusive. Nous avons travaillé à l'époque avec Global Witness. Witness. Ouais, pour détruire quasiment
tout le trafic pour capter les crédits carbone dans les pays nordiques. Donc, ils avaient déjà le dossier du Congo qui vendait du vent à travers les Madame Soudan Nono et autres. En réalité, c'est quoi? Il faut revenir à la mission régalienne de la diplomatie et être beaucoup plus fiable dans ce que nous faisons. Donc ça ne m'étonne pas, et Lucien le disait tout à l'heure, le regard qu'avec Paris du Congo, pourquoi il est à ce point négatif? Ça ne date pas d'aujourd'hui, parce que n'oubliez pas, le Congo accède à l'initiative Pays pauvres très endettés. Grâce à qui? Grâce à Paris. Sous Jacques Chirac. Et qu'est-ce qui se passe? Le Congo, une fois qu'il retrouve ce climat financier tout à fait assaini, se retourne vers la Chine et il donne quasiment la possibilité à la Chine de s'installer sur le plan économique. Je me souviens, Caril, à l'époque de Valette, nous étions à Brazzaville à l'époque, il rassemblait les Congolais qui ont étudié en France, et au cours du 14 juillet, je pense, à Case des Gaules, il nous disait, mais les Congolais, vous n'êtes pas sérieux, c'est nous qui vous avons permis d'avoir l'initiative PPTE, et aujourd'hui, ce sont les entreprises chinoises qui ont tout raflé à travers Bouya. Donc... le ministre d'État des Grands Travaux. Bon, oui. Les États n'ont que des intérêts, ils n'ont pas d'amis. Pourquoi voulez-vous que Paris continue et surtout, je pense qu'on va faire un petit focus aussi sur la relation. Voilà. Vous avez parlé entre les deux hommes, le président Macron et le président Sassou. Antoine, votre regard sur ça? Déjà, je reviendrai juste sur vos propos, mon doyen. Je remarque juste que vous êtes climato-sceptique quand même, parce qu'aujourd'hui... Argumente d'abord. Non, mais si, parce que vous... Tu n'as pas fait une fixation non, mais parce que dans une certaine mesure, on sait à quel point aujourd'hui... Parlons de diplomatie. Non, mais justement, la diplomatie verte du président de la République a été saluée et encore saluée au travers le monde. Je vous rappelle qu'on a été organisateur du bassin, du sommet des 3 bassins à Brazzaville, où nous avons reçu beaucoup de monde. Vous n'avez pas reçu un seul représentant d'un bassin. Si, nous avons reçu beaucoup de monde. Vous n'avez reçu notamment des présidents de la République. Nous avons également eu, au cours de l'année 2025, à l'ONU la décennie du reboisement et de la forestation, encore une fois voulu par le président de la République et donc salué par ses pairs au travers le monde. Nous avons encore, au travers cette diplomatie bleue, été invité un peu partout dans le monde, notamment à Belém au Brésil, etc. Et au travers de ça, je reviendrai juste, encore une fois, sur le multi-alignement du président de la République, simplement au travers sa relation franco-congolaise. Aujourd'hui, vous-même vous l'avez dit, le monde d'hier, ce n'est pas le monde d'aujourd'hui. Et c'est exactement ce qui se passe avec nos relations franco-congolaises. Le président de la République, ce n'est pas parce qu'il va à Moscou, il va à Shanghai ou à Pékin, qu'il doit forcément être la vassalité de ces présidents-là. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il va dans ces pays-là qu'il n'a plus de relation avec le président Macron. Au contraire, aujourd'hui, choisir où est-ce qu'on va, c'est également choisir ses partenaires. Et vous avez encore dit, vous vous contredisez d'une certaine manière dans la mesure où vous dites, oui, on a eu nos dettes qui ont été effacées et après les Chinois, ils sont venus tout rafler. Mais excusez-moi, il n'y a aucune incohérence dans la mesure où si aujourd'hui les Chinois proposent des tarifs ou des services bien meilleurs que ceux des Français, pourquoi pas? Et nous les choisirons toujours dans la mesure où aujourd'hui la finalité c'est le bien-être des Congolais. En vous parlant encore de cette diplomatie qui soi-disant est en panne, que les Congolais ne voient pas, mais on peut très bien voir qu'aujourd'hui, grâce à nos relations franco-chinoises, nous avons été les premiers sur le continent africain à bénéficier des 0% de droits de douane, par exemple, ou encore
a présidé le FOCAC et donc a comme le ministre... Exporter quoi, les SAFU? Comme le ministre Denis Christel l'a énoncé lors d'une interview il y a quelques semaines, ça nous permet également de pouvoir capter des investissements prioritaires pour notre pays et de diriger cela dans notre pays. Et simplement, c'est ça la diplomatie aujourd'hui. C'est de pouvoir choisir ses partenaires, de pouvoir diriger les investissements vers nos questions prioritaires sans forcément nous aligner, sans forcément nous asseoir sur des anciennes colonies ou autres. Aujourd'hui, le choix de nos partenaires est primordial. Le choix de nos partenaires est important et la finalité, c'est le bien-être des Congolais. Donc vous, tout ce que vous dites, d'une certaine manière, c'est encore une fois détruire et encore détruire l'action du président de la République. Non, je voulais peut-être clarifier. Non, vous détruisez encore l'action du président de la République, tout simplement parce que vous êtes tout simplement contre sa personne et contre toutes les actions qu'il aura engagées durant son quinquennat. Essayons de hausser un peu le débat. On n'est pas contre ici. On est à la fois des analystes, mais j'ai le choix aussi d'être un acteur politique. Donc j'ai les deux, c'est normal. Il n'y a pas à être contre quoi que ce soit. Il faut aussi le débat. L'avantage, c'est que cette chaîne nous permet d'apporter des éléments contradictoires. Je voulais clarifier deux choses. Ouais. La diplomatie, c'est une colonne vertébrale. Lucien le disait tout à l'heure. Félix Tshisekedi s'est rendu compte à un moment que le partenariat stratégique avec la Chine ne lui garantissait pas la sécurité pour exploiter de manière fiable. Qu'est-ce qu'il fait? Il va aux États-Unis et les résultats sont là, n'est-ce pas? Je ne vois aucun résultat actuellement dans ce qui se passe à l'est de la RDC, mais on pourrait débattre encore une fois. Allez-y, Guy Mafouba. Donc, je voudrais dire par là que ce que je reproche, ce n'est pas que je reproche, ce que je constate avec la diplomatie de M. Denis Sassou Nguesso depuis 5 ans, c'est ce que j'appelle la diplomatie de l'esbrouf. Déjà, il a 3 piliers qui ne s'entendent pas, qui ne se concertent pas. Ils se marchent sur les plates-bandes. Mais non, tu prends Jean-Claude Gakoso, quand je dis la diplomatie de l'esbrouf, parce que Macron arrive à Paris, à Brazzaville, le président Denis Sassou, je fais court, hein, est en train de vanter De Gaulle. De Gaulle, c'est le meilleur, vous savez, je suis le fils de De Gaulle, je ne sais pas quoi, machin quoi. Donc dire à Macron que c'est pas possible, tu ne peux pas rester 2 heures, alors qu'ici, c'est la capitale de la France libre. Il n'a pas tort. Il va à Moscou, il pleure parce qu'on lui a bloqué, son avion à Dubaï. C'est ce qu'on appelle de l'esbrouf. Je vais plus loin. Quand je parlais de la Chine, c'est-à-dire, il a le PPTE grâce à Paris, au niveau du FMI, grâce d'ailleurs à DSK, qu'on reproche même qu'il aurait falsifié quasiment les chiffres, ce qui est grave. Et quand vous faites ça, bien évidemment, les États, c'est les intérêts, c'est des intérêts. La France attend à ce que ces entreprises puissent en bénéficier. Vous faites tout le contraire, vous partez chez les Chinois. Vous vous endettez à hauteur de pratiquement de 75% de la stock de la dette. Vous êtes endetté, vous repartez voir le FMI ou la Banque mondiale. Mais vous avez oublié que les actionnaires de la Banque mondiale ou du FMI, c'est la France, ce sont les États-Unis, qui sont en conflit systémique avec la Chine. Voilà la diplomatie. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On voit Collinet qui pleure tout le temps. Ah, mais on attend les projets qui ne sont plus financés, le FMI, les recherches. Bon, voilà. Donc, c'est ça ce qu'on appelle une incohérence. Parce qu'on n'a pas de colonne vertébrale sur le plan diplomatique. Et on s'affaiblit, on devient la risée du monde. Je fais court. Depuis qu'en 5 ans, vous pouvez citer le nombre de visites des hautes personnalités internationales au Congo, en République du Congo, chez nous, comparé par exemple à Kinshasa. Vous pouvez citer le nombre de visites d'État qu'a eu à avoir Denis Sassou Nguesso en 5 ans, peut-être en Chine 2 fois. Ailleurs, rien. Ici, c'est une visite officielle. Et on a eu un débat ici, la manière dont le président a été pratiquement humilié lors de cette fameuse visite officielle. Donc, si je le dis, ce n'est pas que je suis contre. C'est parce que j'estime que M. Denis Sassou Nguesso, je continue à le dire, en 2015, il aurait pu sortir. Aujourd'hui, il est devenu un totem qu'on est en train de balader. Il est plus que temps qu'il se repose. Voilà. On ne peut fermer cette émission sans parler de l'échec de M. Matoko à l'UNESCO. Lucien, quel diagnostic faites-vous de l'impréparation? C'est simple, l'impréparation gouvernementale, le fait qu'on n'ait pas très bien compris la signification de la diplomatie et la façon d'utiliser les instruments juridiques, financiers, politiques de la diplomatie.
c'est le résultat attendu et vécu. Cela, en fait, repose à un autre problème. Quelle diplomatie pour demain si le président Sassou est reconduit? Est-ce qu'on va reconduire les mêmes hommes? Est-ce qu'on va reconduire la même façon de travailler? C'est quand même assez lamentable. Vous appelez-vous à un renouveau total? C'est un renouveau total, j'espère. Alors, je fais une incise, une espèce d'extension avec Madame Lumumba, qui se bat effectivement grâce à la RDC pour occuper le poste de secrétaire à l'OIF. Ouais. J'espère que le président Tshisekedi et tout le gouvernement va prendre exemple de façon positive et non pas négative sur ce qui s'est passé avec Matoko pour commencer à organiser maintenant effectivement l'élection de Madame Lumumba. Ils sont 4 en effet, 4 ou 5. Et donc, ça va se jouer là. Ça va se jouer au niveau de l'organisation. La force d'un pays, c'est sa capacité aussi diplomatiquement, pas simplement à faire des grands voyages comme notre président l'a fait effectivement, aller un peu avec tout le monde comme ça dans le reste du monde, mais à organiser. Or, quand on regarde notre diplomatie et les résultats, on n'a pas l'impression effectivement que c'est très très efficace. C'était une mauvaise idée de le présenter à ce poste, M. Matoko. On l'a fait trop tard, tardivement. Voilà. Antoine. Je dirais déjà que le problème lié à la candidature de M. Matoko à l'UNESCO n'est pas un problème lié forcément au Congo. Il faut également rappeler que l'UNESCO a traversé une grande crise en fait, interne, notamment liée au retrait par le président Trump de cette agence onusienne, et donc le retrait des financements liés à cette agence. Et parallèlement à ça, effectivement, nous avons candidaté assez tardivement et nous avons du coup... nous avons quand même eu du mal également à mobiliser certains acteurs, notamment financeurs principaux, notamment européens. On parle encore de la France qui aujourd'hui nous a comme d'habitude d'une certaine manière envoyé valser tout simplement. On nous dit comme que, à la manière que la candidature s'est faite assez tardivement. Non, mais comme à la manière, d'une certaine manière, de ce qui s'était passé avec M. Lopez dans son temps, qui avait une fois de plus été rejeté par Paris malgré nos relations historiques et donc pour vous, Antoine, l'échec de Matoko, c'est la faute de la France? Ce n'est pas la faute de la France, mais il faut également... Elle n'a pas de responsabilité. Non, j'ai précisé que déjà l'UNESCO traversait une crise. Ça, c'est le contexte. Voilà. Et il y a... Si elle soit élue. Oui, mais... et qui avait commencé... Très aussi c'est normal d'une certaine manière. Et le président Sissi s'était bien impliqué. Je précise aussi que le nouveau patron de l'UNESCO est en train de faire des grands travaux en interne, dans des confidences que j'ai, liées à ce que vous évoquez. Donc bon, pour moi... Mais... je ne pense pas que ce soit... Bon, vous me direz plus, mais... Comme je l'ai dit, l'UNESCO traverse une crise aujourd'hui, qui a traversé une crise de financement, etc. Et aujourd'hui, la candidature de l'Égypte, qui est un pays, il ne faut pas le nier, beaucoup plus important économiquement et notamment au niveau de la région où est-ce qu'elle se trouve. Parce qu'aujourd'hui... c'est pas un problème de personne, c'est un problème de pays, à votre avis? Pardon? C'est pas un problème de personne, c'est un problème de pays. Non, oui, c'est simplement un problème au niveau du pays, tout simplement, parce qu'aujourd'hui... Pas de la gestion des fonds, excusez-moi? Non, c'est pas du tout de la gestion des fonds. Mais il faut également rappeler simplement que, de prime abord, l'UNESCO, le problème il vient de l'UNESCO, simplement. Parce qu'également, la candidature de M. Matoko a été rejetée par ses pairs, parce que pour lui, c'était la continuité. Il fallait également rappeler que M. Matoko a fait toutes ses classes au sein de l'UNESCO et qu'il était quand même l'une des personnalités les plus importantes de cette institution. Et donc, ça relevait d'une certaine continuité qui a été rejetée par l'ensemble des pays. Et aussi, comme je le disais, l'Égypte est un pays important qui a beaucoup de moyens financiers et qui a su mobiliser on va faire ça. À qui la responsabilité de cet échec? Mais la responsabilité, c'est simplement que les pays... Non, c'est pas l'UNESCO, c'est les pays auxquels notre président et notamment notre pays faisaient confiance, qui nous ont lâchés pour différentes raisons, notamment économiques. On parle notamment à la France, avec qui nous avons des relations diplomatiques et historiques depuis très longtemps, qui a préféré, parce que l'Égypte leur achète des milliards de rafales, soutenir
tenir ce pays-là. Au-delà de ça, on nous dit aussi que le candidat, vous l'avez aussi dit, s'est déclaré assez tardivement. Le président a fait une visite d'État, je crois, en Égypte, où il avait donné sa parole au président Sisi. Exactement. Mais aujourd'hui... est-ce qu'il n'y a pas une forme d'impréparation? Non, ce n'était pas forcément une impréparation, ce n'est pas de l'esbrouf. C'est l'impréparation totale, Antoine. Aujourd'hui, une candidature doit d'abord émaner de la personne qui souhaite soumettre sa candidature. Et donc la faute revient un peu également à M. Matoko, qui s'est présenté tardivement au président de la République pour dire que je souhaite représenter le Congo au plus haut niveau. Mais ce n'est pas de la faute de la diplomatie congolaise. La diplomatie congolaise accompagne tous ses enfants pour faire briller au plus haut le pays. Ce n'est pas ça le problème. Le cas Matoko est à l'image de ce que nous avons abordé durant cette émission. La diplomatie congolaise en termes d'organisation, en termes de leadership, en termes de vision, en termes... voilà. Et je dirais plutôt, comme l'a dit Lucien tout à l'heure, vous savez, il faut savoir faire appel au pari de l'intelligence. Si ces gens-là prennent des cabinets conseils ou des gens réputés avoir la capacité de vous donner une feuille de route, on ne serait pas dans cette affaire de Matoko. Je prends par exemple le cas de Christelle Denis Sassou Nguesso, qui a eu un sacré bon ministère au regard du potentiel du Congo, chargé du partenariat public et privé. Mais vous avez là un économiste, lorsque je l'écoute, je dis c'est un gâchis, Lucien, gâchis. Lucien, dans le cabinet de Christelle Sassou Nguesso, on allait avoir énormément d'investisseurs dans ce pays-ci. Raison pour laquelle je continue à penser que M. Denis Sassou Nguesso, c'est un homme du passé et du passif. Et en réalité, le cas Matoko vient révéler ce que j'ai eu à dire tout à l'heure, une diplomatie désorganisée qu'il faut reconfigurer et à qui il faut assigner des missions régaliennes précises avec une colonne vertébrale au regard du monde tel qu'il se présente, multipolaire, et au regard de la centralité géostratégique qui est le bassin du Congo. Mais malheureusement, celui qui est en face de vous, là, je crois que c'est lui qui va implémenter ce que j'appelle l'axe 4 de la gouvernance que nous avons présenté dans notre projet de société. Merci. En tout cas, on espère. On le souhaite pour tous, chacun de vous. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve demain sans parler d'un sujet assez cocasse, l'opposition face au piège au boycott. Je vous donne rendez-vous avec nos mêmes invités. D'ici là, portez-vous bien et à demain.